étudier le livret 2 pour la VAE, c'est pas que intéressant pour sa VAE, c'est aussi intéressant parce que ça permet de mieux comprendre qu'est-ce que fait une auxiliaire de puériculture concrètement dans ses métiers du quotidien. Je vous ai partagé à l'écran devant vous concrètement le livret 2 de la VAE d'auxiliaire de puériculture. Donc, le livret 2 il est composé de 3 grandes parties. Hein. Vous vous souvenez, on a un peu on a 2 parties administratives et ensuite on a vraiment le livret 2. Ce livret 2, pour rappel, vous pouvez le télécharger. Alors, si vous êtes avec un accompagnateur, en général, il va vous le trouver pour vous, il va vous le mettre dans votre espace de travail. Mais si vous êtes en autonomie, vous pouvez trouver ce livret sur le site de l'ASP. On pourra y revenir plus tard hein, pour celles qui le souhaitent, parce que là, je ne vais pas trop passer de temps dessus, mais vous pouvez le télécharger là-bas. Vous pouvez télécharger un format PDF, comme ce qui est affiché ici, et un format Word, c'est-à-dire que vous allez pouvoir modifier avec un outil de traitement de texte. Donc voilà, le début, il est pas très, très intéressant. La seule remarque que j'ai par rapport au début, c'est de bien faire attention à garder la structure. Voilà. Cette structure du livret 2, même si vous vous dites, bon, bah, c'est pas très beau ce gris, ce noir, etc., mon conseil premier d'une longue série, ne pas changer soit la couleur, soit le format du livret. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors, c'est pas en soi interdit. Le seul problème, c'est que potentiellement, vous pouvez tomber sur des jurys un peu zélés qui vont dire, ah bah non, vous avez changé, donc votre livret est caduc. Voilà. Un peu comme quand on remplit un CERFA hein, et qu'on peut, voilà, on change pas le format d'un CERFA. Bah là, c'est un peu pareil. Donc, bien sûr, c'est un peu frustrant, mais si vous pouvez éviter de le modifier, ne le modifiez pas. Et ça ne veut pas dire que parce que vous l'avez modifié, votre livret va être caduc. Je dis juste que si vous ne souhaitez pas prendre de risques, le faites pas. Voilà. Donc gardez le même format. Ici, vous avez donc le nom, prénom, la référence dossier. Ça, j'ai souvent la question, donc pareil, deuxième conseil. Ici, cette référence dossier, c'est le chiffre, enfin c'est le numéro que vous avez reçu par courrier de la part de l'ASP lors de votre recevabilité. C'est en fait votre numéro de recevabilité. Voilà. Pensez-y. Hop, ensuite. Oui, Victor, pardon. je t'interromps juste une seconde. J'ai une question en live là dans le chat. Je ne sais pas si tu vois le chat de ton côté, mais qui peut être pertinente. Une Vas-y. question de Erlani. Je voulais savoir si nous avons le CAP AEPE, si nous sommes dispensés des blocs de compétences dans la VAE auxiliaire de puériculture. Merci beaucoup, Étienne. J'adore cette relation qu'on a tous les deux là. On est des vrais présentateurs. Continue comme ça s'il y a des questions. Étienne pourra vous pouvez les poser dans le chat et Étienne pourra m'interpeller. Non. Quand vous avez un CAPEPE, vous n'avez malheureusement pas de dispense dans le cadre de la VAE d'auxiliaire de puériculture. Alors, c'est pas grave. Vous pouvez faire le livret en entier, sachant que, en tant que CAPEPE, vous avez déjà, en général, des bonnes activités du quotidien qui vous aident à avoir les bonnes compétences. Voilà. Donc c'est quand même bien d'avoir le CAP. Et moi, je conseille parfois aux personnes qui rentrent dans la petite enfance, qui veulent travailler dans la petite enfance et qui se disent, bon, moi j'ai envie de devenir auxiliaire de puériculture, devenir d'abord CAP, c'est une idée. Voilà. C'est accessible, vous travaillez en structure avec les auxiliaires, surtout si vous êtes en micro-crèche, vous pouvez travailler directement même au même niveau que les auxiliaires. Donc, donc voilà. Et effectivement, dans un deuxième temps, vous pouvez passer la VAE d'AP. Hop, donc voilà, on a la demande du candidat, ça c'est simple. Voilà, vous dites en fait que vous avez bien rédigé le livret, ça on s'en fiche, je passe pas de temps dessus. Pareil, votre identité. La seule chose, encore une fois, je reinsiste dessus, ne modifiez pas ça pour éviter d'avoir des petites mauvaises surprises. Et là, on arrive, c'est bon, sur le livret 2. Voilà. Là, vous avez un petit tutoriel sur concrètement une notice. Enfin, qu'est-ce que c'est le livret 2? À quoi ça sert? Donc là, c'est assez simple. Mais pour rappel, et ça, je vais vous rappeler un peu les règles du jeu de la VE pour que vous compreniez. En France, les diplômes, ils sont constitués de compétences. Tous les diplômes, ils sont décrits du coup par ce qu'on appelle un référentiel de compétences ou référentiel d'activité. Là, c'est celui que je vous partage à l'écran. Un référentiel d'activité, vous avez vu, c'est un document qui fait environ 42 pages et qui va décrire précisément, tout d'abord, les activités que vont faire les gens qui ont ce diplôme ou qui ont ce métier. Donc là, par exemple, on va d'abord décrire voilà, une définition du métier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une auxiliaire de puériculture? C'est quoi son rôle? À quoi elle sert dans l'organisation, dans le monde? Et ensuite, du coup, grâce à cette définition de à quoi elle sert, on va pouvoir en tirer ce qu'on appelle des activités, un référentiel d'activités, c'est-à-dire quelles sont les activités qu'elle doit savoir faire. Et enfin, une fois qu'on sait les activités qu'elle doit savoir faire, on va définir ce qu'on appelle des compétences. Les compétences que doit avoir l'auxiliaire de puériculture ou n'importe quel diplôme. Donc, on a d'abord la définition, hop, et ensuite, on a les domaines d'activité qui vont être suivis par les domaines de compétences. Voilà.
Le diplôme d'auxiliaire de puériculture, il est séparé par 5 domaines d'activité. Ce qu'on appelle un domaine d'activité, je le dis maintenant parce qu'on va en reparler pendant le livret, un domaine d'activité, c'est un peu comme une facette du métier que vous faites. Un domaine d'activité, il est constitué de plusieurs activités. Donc, par exemple, le domaine d'activité 1, il est constitué de 3 activités. Alors, là, il n'est pas là, mais il y a là un bis ici qui manque. Le domaine d'activité de pareil, il est constitué de 3 activités, la 3, la 4 et la 5. Et ensuite, tous les autres, ils sont constitués de 2 activités. Pareil pour le référentiel de compétences. Voilà. Ils ont exactement la même forme. Vous ne prenez pas trop la tête là-dessus, c'est des détails, mais néanmoins, ça peut vous aider à comprendre pourquoi parfois, sur ce livret, vous avez le mot activité, puis vous avez le mot compétence, puis c'est pas forcément très clair. Déjà, ça, faut que ce soit clair. Et donc vraiment, ces domaines de compétences, ils vont désigner une facette de votre métier. Donc chaque compétence, c'est aussi des missions que vous allez avoir au quotidien. Donc étudier le référentiel de compétences, et donc en particulier le livret 2 de VAE, ça vous aide à savoir, ok, bah moi si je suis AP, c'est quoi mes missions concrètement. Ça permet aussi de savoir si on peut se lancer. Hop. Et donc du coup, pour rappel, donc comme je vous l'ai dit, le diplôme il est constitué de compétences, et donc toute l'idée c'est que pour avoir un diplôme, vous avez 2 choix. Soit, enfin, avoir un diplôme, ça veut dire que vous avez les compétences. C'est-à-dire qu'un jury neutre, ça c'est important, c'est un jury neutre, c'est pas juste vous qui dites ok c'est bon là j'ai les compétences. Un jury neutre a estimé que oui vous aviez les compétences. Pour arriver à ce jury, vous avez 2 manières différentes. En gros, vous avez l'école, tout ce qu'on met sous l'école, l'alternance, la formation continue, la formation initiale, etc. C'est-à-dire, je vais dans une salle de classe pendant 1 an, j'apprends les cours et ensuite je passe devant le jury, l'examen. Ça, c'est ce qui est le plus connu pour le diplôme d'auxiliaire. La formation d'auxiliaire, elle dure 1 an, 11 mois, où vous allez avoir plusieurs stages. L'autre cas, pour pouvoir arriver devant un jury, c'est la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Ce qui est sous-entendu dans l'école, c'est que vous n'avez pas les compétences, donc vous devez les apprendre. Vous allez à l'école, vous allez les apprendre et vous êtes évalué. Dans la VAE, c'est l'opposé. L'idée de la VAE, c'est que vous avez travaillé. En tant que personne qui travaille, vous avez eu des expériences, bien sûr, vous avez fait des choses, et ces expériences vous ont permis de progresser, de développer des compétences, en fait, très concrètement. Et en fait, dans la VAE, ce qu'on va essayer de faire, c'est que ces compétences que vous avez développées, qui sont ce qu'on appelle informelles, c'est-à-dire qu'elles font pas partie d'un programme de formation ou quoi que ce soit, mais ces compétences, elles existent et elles peuvent être valorisées. Et en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, potentiellement, vous avez développé des compétences, vous avez plein de compétences, mais elles ne sont pas reconnues par un diplôme. Et ça sert à ça la VAE. C'est qu'en fait, on va essayer de montrer que vous avez les compétences, que vous avez développé lors de votre travail, toutes les compétences attendues du diplôme. Voilà. Et donc, dans le cadre d'auxiliaire de puériculture, c'est très simple. On a donc 12 compétences. Et donc, pour chacune des compétences, ce qu'on va vous demander, c'est donc de décrire une situation qui justifie, qui illustre le fait que vous ayez cette compétence. Voilà. Et donc, ça donne quoi? Ça donne cette fameuse 3e partie du livret, qui est bien sûr la plus importante, avec à chaque étape, vous avez vu, c'est un tableau, hein, vous avez 3 colonnes, vous avez une colonne qui dit en gros, on est en train de travailler sur quelle activité, quelle compétence, et ensuite, on a la rubrique A, la rubrique B, je vais y venir sur la différence entre les deux, et ensuite, on a du coup, ainsi de suite, toutes les compétences. Et vous l'avez vu, on retrouve ici les domaines d'activité, ainsi que les activités. Voilà, activité 3, ensuite activité 4 ici, activité 5, etc. Je crois que j'ai une question, Étienne, non? Effectivement, il y a une question d'Isabelle. Est-ce qu'il faut développer comme un expo pour chaque activité? J'imagine que vous voulez dire comme un exposé. Oui. Alors, si c'est exactement ce que vous voulez dire, tout à fait. On va y venir. Là, je voulais juste vous montrer la forme globale. On va arriver tout en bas, et tout en bas, on va arriver à la compétence 11. C'est la dernière compétence du livret. Voilà. Hop, ensuite, on remonte. On va pouvoir rentrer dans les détails. Donc, vous l'avez compris, on va pas, enfin, on va commencer par la première, mais c'est pareil pour toutes. Pour chacune des compétences, les compétences, elles ont un titre. Et donc là, par exemple, la première compétence du diplôme, c'est accompagnement et soins de l'enfant dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale en repérant les fragilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'auxiliaire de puériculture, vous devez savoir accompagner et prendre soin de l'enfant dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale en repérant les fragilités. C'est la première compétence. Vous devez savoir ça. À partir de là, du coup, la première chose que vous allez faire lorsque vous faites une VAE, c'est que vous allez choisir la situation qui, pour vous, illustre le plus la compétence qui est attendue. C'est-à-dire qu'en fait, là, concrètement, ce qui est attendu de vous, c'est, OK, bon, vous êtes Madame X,
vous avez travaillé potentiellement en structure petite enfance, vous avez travaillé en tant qu'assistante maternelle, vous avez travaillé en tant qu'aide-soignante, par exemple, en maternité. Très intéressant. Maintenant, donnez-nous une situation concrète, un exemple concret pour comprendre si vous la maîtrisez, cette compétence. Voilà. Et donc, vous allez d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'il y a 2 rubriques, effectivement. Vous allez devoir détailler une seule situation et vous allez devoir la détailler dans la rubrique B. Néanmoins, il y a cette rubrique A. Alors, la différence entre rubrique A et rubrique B, effectivement, c'est un truc, ça crée beaucoup de complexité au début des parcours. Mais là, je vais vous simplifier la tâche. Rappelez-vous, quand vous avez du mal à comprendre, prenez du recul. Rappelez-vous que l'objectif de ce livret 2, c'est qu'en fait, le jury il va avoir ce livret 2 devant eux et ils vont juger, en fait. Ils vont vous voir à l'oral et ils vont juger de vos compétences. Et en fait, à l'oral, ils vont vous poser des questions sur ce livret pour vérifier que c'est bien vous qui l'avez écrit et que vous avez bien pris le recul nécessaire. Voilà. Donc en fait, ce livret 2, il faut qu'il soit le plus exhaustif possible, le plus complet possible. Et donc pour ça, vous avez 2 manières. Déjà, vous, un accompagnement et un soin de l'enfant dans les activités de sa vie quotidienne. Donc là, on parle d'une situation du quotidien, un soin du quotidien. Ça peut être un change, ça peut être un repas, ça peut être un soin d'hygiène, ça peut être une douche, un lavage de mains, une sieste. Bref, vous avez compris, il y a plein de situations différentes. Vous faites plein de choses du quotidien. Évidemment, c'est contenu dans le nom, c'est au quotidien, donc on fait plein de choses. Et donc en fait, ici, la première rubrique, son objectif, c'est que vous donniez des exemples de soins et d'activités que vous avez réalisés en rapport avec ça. Donc là, par exemple, c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc là, typiquement, ce que vous allez écrire ici, et vous avez vu, hein, il y a la règle du jeu, au moins un type de soin ou d'activité de la vie quotidienne est attendu. Il s'agit de soins d'hygiène et de confort relevant de la vie quotidienne, etc. Là, ce que vous devez écrire, parce qu'encore une fois, il faut se placer à la place du jury. Ce que vous êtes en train de dire, c'est comme une introduction. C'est comme quand, enfin, c'est souvent ce que je prenais. Donc là, par exemple, pardon, je vais étape par étape. Donc là, vous allez écrire, je m'appelle Madame X, je suis assistante maternelle, je suis auxiliaire petite enfance en crèche, et je réalise un ensemble de soins du quotidien pour prendre soin de l'enfant. Par exemple, le change debout, le change avec rougeur, l'hygiène des mains, le sommeil, le repas, etc. Vous avez remarqué, j'ai rien détaillé. C'est purement dire les choses. Et ensuite, dans la rubrique B, décrivez avec précision les situations vécues. Voilà. Et là, c'est bien, dans votre expérience, décrivez une situation. Là, vous avez vu, c'est une situation. Là, c'est au moins un. Je le mets en plus gros, comme ça on le voit. Là, c'est au moins un type de soins et d'activité attendu. Mais ici, c'est une situation. Et donc ça, c'est important. C'est que dans la rubrique A, vous n'êtes pas censé détailler. Vous n'êtes pas censé raconter votre vie, entre guillemets. Vous êtes censé dire, bah voilà, moi, des soins du quotidien, j'en fais plein, voilà ce que je fais. Et dans la rubrique B, parmi ceux que vous avez dit là, j'en fais plein, hein, vous allez en choisir un, et là, vous allez le détailler. Et là, vous allez faire votre exposé, effectivement. Et pour vous aider dans cet exposé, vous avez 3 sous-questions. Voilà, à chaque fois. Pour chaque compétence, vous allez avoir des sous-questions, en fait, qui vous détaillent les choses. Elles ont pour objectif, pour rappel, de vous aider à détailler. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas là pour être suivies de manière hyper rigoureuse. Parfois, j'ai beaucoup de candidates qui me disent « Je comprends pas, Victor, moi j'ai déjà répondu à cette question dans cette question-là. Est-ce que je dois répéter ?» La réponse est oui. En fait, c'est une bonne nouvelle en général quand vous faites ça. C'est qu'en fait, dans votre récit, vous avez su qu'il fallait détailler comment vous avez fait et comment vous avez adapté ces soins à la situation de l'enfant. On va y revenir là, parce que là, on est très dans la technique du livret 2, mais vous allez voir juste après, on va vraiment parler des situations que vous pouvez prendre pour chacune des compétences. Et puis potentiellement, certaines d'entre vous veulent présenter des situations ou en discuter. Moi, je pourrais vous aider là-dessus. Euh, mais, euh, mais adapter ces soins à la situation de l'enfant, normalement, vous devez le faire. Dans votre écrit, s'il n'y a pas un moment où on sent que vous adaptez à l'enfant dans le diplôme d'auxiliaire de périculture, c'est qu'il y a un problème, très concrètement. Donc en fait, ce qu'ils font avec ça, c'est des aides. Donc c'est pour ça qu'au début, c'est un peu compliqué de comprendre ces 2 questions. Mais en fait, peu à peu, vous allez les comprendre et naturellement, vous allez y répondre sans même y répondre dans les cases. Voilà. Donc là, mon conseil à partir de là, c'est souvent, n'hésitez pas quand même à rappeler ici. C'est-à-dire, même si vous vous dites, ah non, mais Victor, j'ai déjà répondu à cette question en haut, c'est pas grave. Vous le remettez. Ça vous donne l'occasion d'expliciter. Encore une fois, n'oubliez pas quelque chose, l'objectif, c'est pas que le livre 2 il soit immense. Hein. N'oubliez pas que le livre 2 il est lu par un jury. Il est payé le même prix si le livret il fait 50 pages ou s'il en fait 200. Donc autant vous dire que s'il fait 200 pages, ils vont pas le lire. Pareil, si c'est illisible, c'est mal écrit, etc., c'est pas qu'ils vont pas le lire, ils sont obligés de le lire, mais
avez compris, c'est ce qu'on dit souvent aux gens qui passent le baccalauréat, etc. La forme de la copie, c'est extrêmement important. Voilà. Les gens, ils ont des a priori par rapport à vous. Voilà. Malheureusement, on peut dire que c'est dommage, mais en tout cas, les gens ont des a priori par rapport à vous. Mettez toutes les chances de votre côté sur la forme. Voilà. Si on sent que votre forme elle est carrée, que c'est bien, que ça se lit facilement, etc., bah forcément, le jury il va être plus content quand il va le lire. Il va se dire ah ouais c'est bien clair, ça va droit au but, ça va sur le paquet de chemin. Bon bah c'est top, déjà elle m'a fait gagner du temps. Voilà. Victor, j'ai Ouais. quelques questions en direct du chat. Alors, j'ai Vas-y. 2 questions de Catherine. La première, donc la rubrique A, on énonce tous les soins qu'on fait, et dans la 2, on en explique un. Voilà. Nickel. Exactement. C'est aussi simple que Opératif. ça. Alors après, peu à peu, quand vous allez descendre et quand vous allez devenir experte de votre livret, potentiellement vous voudrez remettre un petit peu plus sur la 1, etc. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'on attend de vous. Voilà. Je vais vous dire, même il y a des jurys, ils lisent que la rubrique B. Parce qu'en fait, ils savent que la rubrique B, c'est là où on voit le geste. Voilà. Pardon. Nickel. Et j'ai une autre question de Catherine. Est-ce que ces questions peuvent être complétées en fin d'explication de l'activité? Tout à fait. Excellente question. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, ça vous permet même de vous remettre en question après avoir rédigé la situation. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce qu'effectivement, vous avez rédigé et là, vous vous dites, tiens, hop, ah, j'ai mes petites questions en plus supplémentaires. Est-ce que j'ai bien pensé à suffisamment détailler? Donc oui, tout à fait. Tout à fait. Génial, merci Victor. Une autre question d'Audeline sur la mise en page qu'on a rencontrée également, et on vous aide là-dessus évidemment. Donc Audeline, quand on remplit la rubrique B et que ça se décale, peut-on recopier le tableau pour compléter l'activité? Oui. Nickel. Une autre question d'Erlani, sauf si tu avais un point à ajouter Victor, excuse-moi. Non, c'est bon, pardon. Nickel. Une autre question d'Erlani. Si, quand nous avons le livret 2 des CAP AEPE, c'est possible de garder les activités pour le livret d'auxiliaire de puériculture? Ça, c'est une excellente question. J'adore. Bon point. Très bon. Ça, c'est vraiment une excellente question. Je mets le pouce. Parce que ça, c'est souvent une question que j'ai eue. Alors, il faut comprendre que, là, je vais faire un tout petit peu de théorie, mais comme ça, vous allez mieux comprendre. Le CAP AEPE, c'est un diplôme de niveau brevet des collèges. Le diplôme d'auxiliaire de puériculture, c'est un diplôme de niveau baccalauréat. Donc, vous allez pouvoir vous dire, moi, quand j'ai passé le brevet, j'ai une épreuve de mathématiques. Et si j'ai passé le lycée, j'ai passé le bac, au bac, j'ai aussi une épreuve de mathématiques. Est-ce que ça veut dire que c'est les mêmes mathématiques entre 1 et 2? Oui, ce sont les mêmes mathématiques. Mais par contre, ce qu'on attend de vous d'un point de vue niveau, elle est totalement supérieure sur le baccalauréat. Et donc, ce que ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire que, typiquement, effectivement, dans le cadre de la VAE de CAP, par exemple, nous, on fait ça chez Gazouille, vous pouvez vous pouvez utiliser, par exemple, un change. Vous allez décrire une activité de change. Bon, bah, vous pourriez décrire ce même change dans un livret 2 de VAEAP. Donc, pour répondre de façon basique à votre question, oui, vous pouvez utiliser les mêmes situations. Maintenant, le niveau de détail qui est attendu de vous, le niveau de prise de recul, là, il est différent. Et ça, c'est important que vous l'ayez en tête, parce que faut pas se dire ah bah j'ai fait ma VAE de CAP, donc hop, je copie-colle la situation et c'est bon, c'est bon, je peux la mettre derrière. Voilà. Donc n'oubliez vraiment pas ça, très important. Super. Et j'ai une autre question de Charlotte, et également je vais réactiver les micros de tout le monde si à un moment donné vous pouvez échanger de vive voix. C'est possible aussi. Charlotte, moi par exemple, j'ai pris change de couche d'un enfant, debout pour la rubrique B. Il me semble que c'est une de tes activités préférées aussi, Ouais, Victor. on va y venir. Mais, mais du coup, je détaille du début à la fin les étapes que je me pose. C'est que du coup, avant de détailler le change, dois-je aussi expliquer la situation de l'enfant? Exemple, une petite fille change debout pas propre, car arrivée d'une petite sœur, et j'explique pourquoi je fais cette méthode, ou est-ce que je dois mettre des théories? Alors là, ça c'est une excellente question et là on rentre dans le vif du sujet là. Donc là, on va prendre un peu de temps là-dessus. Là, on est dans ce qu'on appelle la technique de remplissage. Dans une VAE, à l'époque où moi j'accompagnais mes candidates, je leur disais, alors attendez, pardon. Avant de répondre à cette question, je vais vous rappeler l'exemple que je vous avais donné, parce que je le donnais tout le temps à mes candidates. C'est quand vous posez la question de la rubrique A et la rubrique B, moi, je veux vraiment vous dire, pensez que vous êtes à la Star Academy ou à la Nouvelle Star
ou à Top Chef, suivant ce que vous préférez. Quand la personne arrive sur scène pour la nouvelle star, elle a son micro, le jury lui demande, bon bah, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? La personne, elle va pouvoir dire, ah bah, je vais vous parler de ça. Et ensuite après, là, elle peut chanter. Là, elle peut commencer à vraiment détailler sa chanson, etc. Voilà. Et même avant, potentiellement, elle va dire, bah, moi, j'adore Brassens et Aznavour, et j'adore la musique française, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une musique française. Et après, elle chante la musique. C'est la même chose dans la rubrique A et dans la rubrique B. J'adore faire des situations du quotidien. Je fais, en tant que professionnel d'enfance, j'accompagne les soins du quotidien. Je suis une experte. Je réalise ça tous les jours. Par exemple, le change, les soins d'hygiène, le repas, le sommeil. Je travaille avec mon équipe pluriprofessionnelle pour ça. Aujourd'hui, maintenant, je vais vous détailler un change debout que j'ai réalisé avec une petite fille de 7 mois. 7 mois, pas du tout. Elle pourrait jamais faire un change debout, mais vous avez compris l'idée. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez des doutes sur la structure entre rubrique A, qu'est-ce que je dois mettre dans rubrique B, c'est ça. Voilà. Maintenant, donc une situation, quand je choisis une situation, à l'époque, j'avais 5 étapes. Alors là, vous me le faites demander, donc je vais peut-être pas avoir les 5, mais la première, c'est je choisis la situation. Ok, de quoi je vais parler? Une fois que j'ai compris la compétence, donc ça, pour vous aider, si vous voulez, vous allez sur YouTube, et moi, j'ai fait des vidéos pour chacune des compétences du diplôme où je descends ce qu'on appelle le référentiel de compétences et les critères d'évaluation. Donc, je ne vous mets pas le lien, mais je vous le montrerai. Et pour celles qui vont aller plus tard sur Gazooey Connect, vous allez pouvoir la retrouver. Pour chacune des compétences, j'ai fait une vidéo où je regarde les critères d'évaluation de la fiche. Et donc, je vous explique aussi comment vous allez choisir la situation, etc. Moi, la première étape, c'est que je choisis une situation. Comment on choisit une situation? Il y a 2 critères principaux. Le premier, c'est que ce soit quelque chose dont vous vous souvenez. Donc, si on prend l'exemple de la compétence 1, donc la compétence 1, globalement, vous devez choisir un soin du quotidien. Bon, des soins du quotidien, par définition, que c'est quotidien, vous le faites tous les jours. Bon, et il y en a plein. L'échange, les repas, etc. Comment choisir le bon? Bah, déjà, vous allez essayer de vous dire, OK, lequel je me souviens le mieux? Parce qu'en fait, vous allez devoir le détailler. Donc, il faut que vous souveniez bien. Donc, l'idéal, c'est que ce soit il n'y a pas trop longtemps. Voilà. Le deuxième chose, c'est que ce soit un peu technique. Je m'explique. Souvenez-vous toujours les règles. Moi, j'essaie de vous donner des règles générales et après, on les applique concrètement. Comme ça, même quand vous êtes plus avec moi, vous vous souvenez, ah mais oui, c'est cette règle qui est importante. L'objectif de ce jury, c'est qu'il va lire ce livret, il doit avoir confiance en vous. Il doit avoir confiance que vous avez ce qu'il faut pour passer ce diplôme. Bon, bah, c'est quoi la meilleure manière de lui montrer que vous avez ce qu'il faut? Bah, c'est de montrer que vous êtes technique. De montrer que vous savez faire des choses qui sont un peu différentes que d'habitude. Donc là, par exemple, vous pourriez très bien décider de présenter dans cette situation un change classique. Vous pouvez, ça ne sera jamais hors sujet, et c'est très bien. Néanmoins, si vous pouvez monter un petit change technique, par exemple un change avec rougeur, un change debout, un change avec un enfant qui pleure, qui se débat, etc. À chaque fois que vous allez pouvoir utiliser des situations où vous avez fait preuve de technicité, où vous avez montré que voilà, vous avez de l'expérience, vous avez de la compétence, eh ben, il faut le faire. Donc, c'est vraiment les 2 critères sur le choix. Ça, c'est la première étape. Ensuite, comment on rédige une fiche? Bon, je vais vous montrer par exemple, je vais vous arrêter de vous partager l'écran. Je suis désolé, j'ai vu qu'il y avait des mains qui s'étaient levées, mais je préfère avancer, comme ça je vous montre, sinon on va prendre un peu de temps. Ça, c'est nous, c'est les outils pédagogiques qu'on donne à nos candidats Gazooey. En général, là, ils peuvent écrire ici, bref, on a fait des petits, ce qu'on appelle des indicateurs Gazooey, c'est des critères en fait que vous pouvez vérifier naturellement pour savoir si vous êtes dans le vrai. Alors, moi, je rédige une situation. Par quoi je commence? Moi, la première chose que je dis, c'est, comme on a dit, la première étape, c'est je choisis la situation. Donc là, je vais choisir change avec rougeur d'un enfant de 8 mois. Voilà. Déjà, vous mettez le titre de la situation, comme ça, vous l'avez en tête, vous vous souvenez. À partir de là, si vous êtes du genre à pas trop aimer écrire, ce que je comprends, moi aussi, je fais tout un tas de fautes d'orthographe, la première étape, ça va être de stimuler votre mémoire. Votre mémoire, elle est comme tout. Enfin, je pense que ça vous est déjà arrivé des milliards de fois, mais elle est capricieuse. C'est-à-dire, parfois, je vais vous demander, vous avez fait quoi avant-hier soir? Vous allez me dire, oh, mais je sais plus ce que j'ai fait avant-hier soir. Alors que vous vous souvenez de ce que vous avez fait il y a un mois. C'est pas que vous vous en souvenez pas. C'est qu'en fait, il faut le temps à votre cerveau de récupérer la poche d'informations dans votre mémoire qui correspond à ce qu'il veut. Et donc ça, pour réussir à faire ça, il faut le stimuler. Et donc pour le stimuler, il faut faire quoi? Moi, la première étape, ce que je conseille, c'est jeter sur le papier tous les souvenirs que vous avez de cette situation, sans forcément être dans l'ordre chronologique. Par exemple, il y avait 3 enfants. Je me suis lavé les mains après. Les mains à la fin.
Voilà. Je me suis lavé les mains à la fin. Qu'est-ce que je me souviens d'autre de cette situation? Oui, c'était à mon domicile parce que je suis assistante maternelle. Voilà. Je me souviens que l'enfant, il était, j'avais reçu le matin l'enfant et il était très, il était, il se sentait pas bien. Il se sentait pas bien. Il était un peu pris du nez. Voilà. Euh, voilà. Qu'est-ce que je veux vous montrer là-dessus? C'est qu'en fait, là, l'objectif, c'est de stimuler votre mémoire et de tout mettre sur le papier. Parce que ce que ça va vous permettre de faire, c'est vous permettre d'éviter d'avoir de la pression dans votre tête, de vous dire oh non, attends, faut que je me souvienne du début, mais du coup, j'ai pas envie d'oublier ce qui me semblait important, etc. Et en même temps, ça va vous sortir du syndrome de la feuille blanche, et surtout, ça va stimuler votre cerveau qui va commencer à dire ah mais oui, c'est bon, ah oui, je m'en souviens, ah oui, c'était. Et le parent, quand il me l'avait déposé, il m'avait dit qu'il était pas très bien cette semaine. Voilà, c'est ça qu'on va atteindre. Donc là, vous allez avoir tout plein de tirets comme ça. C'est des tirets. Vous n'avez même pas besoin de faire des phrases. Hein. J'ai fait des phrases là, on s'en fiche de l'orthographe, etc. Alors moi j'ai des petits traducteurs orthographes correcteurs qui me permettent, qu'on a installé d'ailleurs normalement chez Gazooey, pour vous permettre de corriger, mais c'est même pas le sujet ici. C'est la deuxième étape. Virez tout, mettez tout sur le papier. La troisième étape que vous allez avoir, c'est que déjà là, vous allez être déstressé. La troisième étape, c'est que vous allez le mettre dans l'ordre chronologique. Voilà, bon, ouais. Ça, c'était plutôt avant. Voilà, tac. Je me suis lavé la main à la fin, bah non, ça c'était du coup par définition à la fin, etc. Vous allez remettre dans l'ordre chronologique, histoire d'avoir une histoire qui fait sens. Voilà. Et à partir de là, une fois que vous, ça c'est la troisième étape. La quatrième étape, là, vous allez commencer à pouvoir ajouter des détails. C'est-à-dire que là, par exemple, vous allez pouvoir vous dire, ah oui, il y avait 3 enfants, et du coup, qui avaient 6 mois, 1 an et demi et 4 ans. Et ils étaient tous dans la même pièce. C'était un domicile ce matin, bah, là normalement ça sera ici, voilà, parce que c'est le tout début, c'est le cadre. Voilà. Et en fait, peu à peu, vous allez commencer à construire un vrai texte. Puisqu'en fait, vos phrases, vos mini-phrases vont commencer à se transformer en grosses phrases. Et après, on va arriver à la dernière étape, la cinquième, c'est on va tout relier ensemble. Mais en fait, cette cinquième, elle va être hyper simple. Parce qu'en fait, vous aurez déjà tout. Vous aurez déjà la chronologie, vous aurez déjà les éléments que vous voulez rajouter, tous les souvenirs que vous avez. Et là, vous allez pouvoir juste, bah, hop, c'est bon, hop, on fait des vraies phrases maintenant. Tiens, hop, là, j'ai envie de faire là, j'ai envie de faire un petit paragraphe, hop, voilà, etc. Et donc, c'est ça que je veux vous montrer. Voilà comment, moi, mon conseil, mais c'est un conseil, vous n'êtes pas obligé de faire ça, chacun fait comme il veut, mais c'est mon conseil pour rédiger facilement des situations. Surtout pour celles qui sont pas forcément à l'aise à l'écrit, qui sont un peu stressées de se lancer, de se dire, attends, faut que j'y arrive, etc. Voilà. Avec cette méthode, vous allez voir, mais en fait, juste vous posez sur votre ordinateur et vous y avancez, vous le faites, quoi. Donc voilà. Il y a eu des questions entre-temps, Étienne, ou ça va? Effectivement, Victor, on a pas mal de questions. Et d'ailleurs, j'en profite pour les questions un peu plus personnalisées. Je vous ai mis le lien du calendrier de l'équipe pour échanger avec quelqu'un de l'équipe directement de manière un peu plus personnalisée. Là, l'objectif de ces temps d'échange, qui sont évidemment gratuits, c'est de faire le lien entre votre expérience et les compétences attendues dans le diplôme. Et ça répondra notamment à la question de Erlani. Est-ce que nous sommes obligés de faire des stages en hôpital et maternité SVP? Là, à première vue, Victor, je vais te laisser y répondre, mais ça va vraiment dépendre de votre expérience que vous avez déjà. Ce sera jamais obligatoire. Victor, tu es en silence, il me semble. Pardon. Je disais merci beaucoup, Étienne, tout à fait, c'est excellent. C'est exactement ça. Aucun stage n'est obligatoire pour la VAE d'auxiliaire de puériculture. Néanmoins, n'oubliez pas, on revient à l'idée initiale. C'est l'objectif, c'est d'en mettre plein la vue au jury. Donc tout ce que vous faites, c'est pas perdu. C'est très simple. Si vous avez le temps de faire des stages, vous avez l'opportunité de faire des stages, allez-y. Voilà. Jamais on ne vous dira c'est pas bien. Parce que je vais vous dire, hein, le jury, il fonctionne aussi à la motivation. Hein. Il se dit la personne qui est en face de moi, est-ce qu'elle a vraiment ce qu'il faut pour passer le diplôme? Est-ce qu'elle a vraiment la motivation qu'il faut, etc. Bon bah voilà. C'est grâce à ces petites choses en plus que vous faites qui vont vous permettre de vraiment le convaincre. Voilà. Génial, merci Victor. Alors j'ai une autre question de Lucie. Doit-on utiliser des termes médicaux, préciser le nom de la posture professionnelle lors du passage de la salle de vie à la salle de change? Mesdames, messieurs, mais mesdames surtout, parce qu'on est surtout des dames, j'ai l'impression aujourd'hui, oui, s'il vous plaît.
Et ça, c'est une difficulté. Vous avez raison. Il faut utiliser les termes techniques. C'est comme ça que vous allez être en partie jugé là-dessus. Donc là va venir la question naturelle, c'est comment je les connais, les termes techniques. Alors ça, vous avez plusieurs choix. Si vous êtes chez Gazooey, on a une formation sur les termes techniques qui s'appelle en particulier Notions de pharmacologie qui peut vous aider là-dessus. Sinon, vous avez des livres que vous pouvez acheter qui peuvent vous aider. Ou bien vous pouvez en discuter avec votre accompagnatrice. Mais un maximum, en fait, j'aurais même pas dû répondre à la question, j'aurais dû vous dire, bah vous en pensez quoi? C'est pas obligé de les mettre les mots. C'est pas du tout obligé. Mais par contre, vous êtes là pour remettre plein la vue au jury. Donc si vous les mettez, c'est mieux. Voilà. Et puis vous pouvez tomber sur un jury qui est pas d'accord et qui dit ah bah non, il manque les mots, etc., qui est un peu aigri, ça arrive. Voilà. Nous, on a une valeur chez Gazooey, je vais vous dire, c'est qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Faut être gourmand, faut être généreux. Donc allez-y. Hop. Je peux reprendre Étienne ou il y a une autre question? Alors, je prends juste une autre question et après on se reprendra un temps pour les questions et échanger. Une question de Catherine. Alors non, pas une question de Catherine. Désolé, une question de... Alors il y avait pas mal de questions entre-temps. Je la retrouve. Ouais, Isabelle, on est tout bon. L'activité de sa vie quotidienne, ça peut être une activité manuelle après un change pour la rubrique B. C'est ça, on va y venir. Bon, voilà, on va rentrer. Bah, je la garde de côté celle-ci parce qu'on va Ça marche. descendre. Hein. Là, on va descendre toutes les compétences. Je le fais pas d'habitude cet atelier où je vous montre comment on rédige une situation, mais bon, là, je le sentais bien. On va descendre toutes les situations. D'autres questions, Étienne, ou je peux continuer? Alors on a juste une petite question rapide d'Isabelle. Doit-on écrire notre récit au présent? Très bonne question. Oui, mais c'est pas pour des raisons que vous croyez. Vous devez l'écrire au présent parce que le présent, c'est celui dont vous avez le moins de chances de faire de fautes. C'est le plus simple. Ça se comprend bien. C'est au moins ça vous évite de partir dans tous les sens. Enfin, en tout cas, moi, c'est le conseil de ma maman. Ma maman, elle m'a toujours dit ça. Toi, t'es nul en orthographe, donc écris au présent, comme ça, au moins, tu n'auras pas de doute. Puis personne t'en voudra. Donc écrivez au présent. C'est bon point. Et je réponds juste en direct à Erlani et après je te laisse poursuivre Victor. Erlani qui nous demande si on a des modèles de bons livrets 2 d'auxiliaires de puériculture pour nous inspirer pour la rédaction du livret. Je confirme, si vous êtes accompagné par Gazooey, on a un modèle avec des recommandations, les critères attendus par le jury, etc. Et là, je vous partage tout de suite un lien vers une page blog, un article qu'on avait rédigé sur le sujet, où vous allez pouvoir recevoir gratuitement un modèle de l'activité 1. Au moins, ça vous permettra aussi de vous lancer, de vous mettre en marche et d'avoir déjà une idée un peu plus structurée de ce qui est attendu. Je vous le partage tout de suite dans le chat. Super. Moi, j'ai vu qu'il y avait Charlotte qui avait levé la main et Isabelle. Ce que je fais, c'est que je descends chaque situation, Charlotte et Isabelle. Et au moins que ce soit une question. Charlotte, je vois que ça fait longtemps. Allez-y, Charlotte. Ah, par contre, le micro est coupé. On ne peut pas vous entendre. Vous m'avez déjà répondu en même temps, donc c'est bon. Merci. Super. Isabelle, vous souhaitez y aller? C'est à vous, mais alors attention, votre micro est coupé aussi, Isabelle. Bon, Isabelle, on n'entend pas. C'est pas grave. Oui, bonjour. Bon, bonjour Isabelle. Bonjour. Oui, c'est bon, vous avez déjà répondu aussi. J'ai pris note, Magnifique. c'est déjà été C'est répondu. super. Génial. Merci. Hop. Merci à vous. Et ben on y va. Donc là, on rentre, attention, préparez vos notes. Là, on rentre dans chacune des compétences. On va les descendre les unes à la suite des autres et on va discuter des situations que vous pouvez utiliser. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit jeu. Comme ça, tout le monde reste un peu réveillé. On va devoir mettre dans le chat, pour chacune des compétences, les situations que vous aimeriez bien mettre. Je vous laisse, donc je vous donne un exemple. Parce que j'ai vu que Charlotte, elle a tourné la tête comme si c'était pas clair. Donc, je la vois. Donc, ici, par exemple, la compétence 1, moi, la situation que j'adore, c'est le change debout. Change avec rougeur. J'aime bien le repas aussi. J'aime bien la sortie au parc. J'aime bien le coucher et le lavage de main. Voilà. Donc là, par exemple, c'est la situation 1. Aurélie, on a l'acquisition de la continence. Tout à fait. Par exemple, clairement. Catherine, je fais le change debout. Excellent. J'adore le change debout. N'hésitez pas d'ailleurs à expliquer pourquoi vous faites le change debout. C'est vachement... du coup, moi, change debout. Super, très clair. Hop. Bon, j'imagine que vous avez compris les règles du jeu. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on avance. Et on avance sur notre compétence. Motricité libre. Ah non, Audeline, non. Moi, je vous propose qu'on la garde. La motricité libre, pour l'activité 1 bis, parce que l'activité 1 bis, c'est mise en œuvre d'activités d'éveil, de loisirs et d'éducation, et accompagnement à la vie sociale. Pardon, je zoome comme ça, vous voyez mieux.
mise en œuvre d'activités d'éveil, de loisirs, d'éducation et d'accompagnement à la vie sociale, adaptées à l'enfant ou au groupe. Alors, vous allez voir, les noms des compétences, c'est toujours très administratif, hein, donc c'est toujours un peu très verbeux. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours essayer de vous les résumer en 2 mots. Ça, c'est une activité d'éveil. Voilà. Ce qu'ils veulent savoir, en fait, ici, c'est est-ce que vous savez faire des activités d'éveil. Donc là, vous allez devoir donner au moins un type d'activité d'éveil que vous faites. Voilà. Donc là, par exemple, ça peut être la motricité libre, etc. Et là, ensuite, là, vous allez devoir décrire une activité d'éveil que vous avez fait. Donc allez-y, qui donne des exemples de activités d'éveil? Allez-y, on y va. Érythème fessier est un terme musical. Oui, Lucie, c'est un terme musical, vous ne pouvez pas l'utiliser sauf si vous avez une ordonnance du médecin. Et vous êtes en tant qu'AP censé faire des diagnostics. Pardon. Activité herbis, lecture à un groupe de 15 enfants de 0 à 3,5. Très bien. Peinture à bulles, j'adore. Cindy, non pardon, je lisais le commentaire de Cindy. Oui, Cindy, pas de souci, il y aura un replay. Peinture libre, oui. Pâte à modeler, très bien. Choisir un atelier pâte à modeler. Snozellen, excellent. Excellent. Là, on est dans le vrai, là. Sortie au parc, oui. Alors Karima, sortie au parc, très bien. Mais n'oubliez pas d'insister sur l'aspect éducatif. Sur l'aspect, pourquoi vous faites une sortie au parc? Pourquoi c'est intéressant pour le développement de l'enfant? Pourquoi c'est intéressant pour son éveil? Voilà. En fait, vous pourriez mettre n'importe quelle activité dans cette activité en bis, mais c'est juste que la façon que vous allez décrire, les choses que vous allez décrire, c'est beaucoup plus essayer de raconter pourquoi vous avez choisi cette situation, pourquoi c'est intéressant pour le développement de l'enfant, etc. Par exemple, si vous faites de la motricité libre, l'idée c'est pas juste de raconter j'ai fait de la motricité libre et voilà, fin de l'histoire. Non, c'est pourquoi j'ai fait de la motricité libre, pourquoi pour cet enfant ou pour ce groupe d'enfants. Voilà. Et pareil, je vous donne un petit pâtisserie super. Massage et relaxation avec des bâches sensorielles. Alors là, Grosjean, c'est génial, ça, j'adore. Toile d'araignée, je connaissais pas, mais ça a l'air pas mal. Transvasement, excellent, j'adore Lucie. Transvasement, est-ce que je peux utiliser riz et pâtes? Oui. Alors non. Alors, moi, je vous dirais que oui, mais ça dépend de la PMI ou de votre direction de structure. Il y en a certains qui veulent pas utiliser, qui n'ont pas le droit d'utiliser certains types de matières. Et alors là, cela dit, c'est une très bonne question. C'est que vous allez pouvoir indiquer dans votre livret, moi, j'utilise le transvasement avec du riz parce que c'est autorisé dans ma structure et que c'est rentré dans le protocole. Là, j'inclus un mot protocole. C'est la première fois que j'en ai parlé pour le diplôme d'auxiliaire. Ce mot, il est super important. La notion de protocole, elle est super importante. Dans le diplôme d'officier de périculture, et on va y venir. Donc là, vous avez tout dit pour l'activité invis, c'était excellent. J'ai pas à redire. Moi, j'utilise beaucoup effectivement la motricité libre, parce que j'aime bien. J'ai aussi peinture sèche, j'ai utilisé ça. J'ai vu une activité un jour passé qui était super intéressante, c'était une professionnelle qui a mis de la peinture dans un sachet zippé, enfin pas zippé, mais un ziploc, pour que les enfants puissent toucher. Donc ça faisait en même temps de la peinture et en même temps de la sensorialité, c'était vraiment génial. Voilà. Mais en tout cas, dans cette activité, faites-vous plaisir. Voilà, vraiment ça, j'insiste dessus, c'est une activité d'éveil. Peinture propre, voilà, on a eu. Ensuite, l'activité 2, identification des risques lors de l'accompagnement de l'enfant et mise en œuvre d'actions de prévention adéquates. Ça, encore une fois, c'est mon rôle, je vous simplifie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ici, ce qui va nous intéresser, c'est une activité que vous avez trouvée. Donc, c'est une activité du quotidien. On est encore dans le bloc 1, mais c'est une activité où vous n'allez pas raconter la situation comme elle s'est passée, vous allez raconter tous les risques que vous avez identifiés. C'est-à-dire, en fait, par exemple, donc vous allez choisir une activité du quotidien. Donc, c'est une activité du quotidien, ça peut être les mêmes depuis qu'on a parlé là. Ça peut être un change, ça peut être. Moi, j'aime beaucoup le repas. Voilà. Je vais y venir pourquoi. Ça peut être une activité peinture, etc. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est en fait, vous allez raconter qu'est-ce que vous avez identifié comme risque et comment vous les avez évités. Et donc c'est pour ça que moi j'adore l'activité repas, parce que dans le repas, il y a souvent plein de risques. Et sans faire exprès, vous faites grave attention à plein de choses. Je vous donne un exemple, dans un repas, vous pouvez dire, voilà, là je prépare le repas pour mes accueillis, par exemple en tant qu'assistant maternel, ou bien en tant qu'APE en structure, je prépare le repas, enfin plutôt le repas est préparé par les professionnels chargés de la restauration, il arrive, on le réchauffe, et donc on commence à préparer le repas, et il y a plein de risques dans les moments de repas. Vous avez les enfants qui peuvent se piquer avec les couverts, vous avez le plat qui peut être trop chaud, vous avez les allergies et les intolérances, vous avez les enfants qui sont assis sur une chaise, mais il faut qu'ils aient les pieds bien stables, sinon ils sont pas stables, ils peuvent tomber. Vous avez les enfants qui interagissent entre eux, etc. En fait, ce qu'on veut vraiment voir dans cette situation, encore une fois, c'est comment vous avez géré les risques associés. Voilà. Et donc,
Vous avez vu, hein, ça se retrouve dans le titre de l'activité. Décrivez une situation où vous avez identifié des risques et qui vous a permis la mise en œuvre d'actions de prévention adaptées. Pour rappel, c'est quoi la prévention? La prévention, c'est tout ce que vous faites pour éviter les risques. Donc, pour reprendre l'exemple du repas, ça peut être, vous avez identifié qu'il y avait un risque avec les couverts parce que les enfants pouvaient se faire mal, bah, vous avez acheté des couverts en plastique. Ou bien votre structure a proposé des couverts en plastique. Par exemple, le fait que les plats soient trop chauds, potentiellement, ça peut brûler la langue des enfants. Bon, bah, vous dites, bah, je teste les plats tout le temps avant. Ça fait partie de choses. Et donc, en fait, quand vous allez raconter la situation, vous allez faire la même méthode qu'on a fait la première, là, pour la première situation. C'est juste que ce que vous allez ajouter, vous allez insister sur, ah bah voilà, moi, là, je vais décrire un repas, c'est quoi tous les risques que j'ai identifiés? Voilà. Et d'ailleurs, vous avez vu, hein, dans les questions supplémentaires, comment avez-vous repéré ces risques? Comment avez-vous adapté les mesures de prévention à la situation de l'enfant? Quelle est votre action auprès des enfants? Est-ce qu'on a eu des commentaires pas mal? Du coup, on choisit un risque. Par exemple, ici, les couverts, on parle de prévention. Non. Ce que vous choisissez, Lucie, c'est une situation. C'est donc un repas. Vous allez dire repas avec un groupe de 5 enfants, par exemple, ou un groupe de 2 enfants. Vous allez décrire le repas un peu comme vous auriez pu le faire pour la situation 1. La seule différence, c'est que vous allez vraiment vous concentrer sur les risques. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste raconter la situation. Vous allez dire, bah voilà, par exemple, là, à ce moment-là de l'histoire, j'ai identifié ce risque-là, et donc, j'ai fait ça. Donc, par exemple, si je vous redonne l'exemple du repas, vous allez dire, d'abord, vous allez raconter comment vous avez préparé le repas. Et donc, au moment où on prépare le repas, bah, le premier risque, c'est quoi? C'est les allergies, bien sûr. Et donc, dans ce cas-là, vous allez dire comment vous gérez, comment sont gérées les allergies. Ah bah, par exemple, on sait que les enfants allergiques sont dans un... Voilà. Bref, vous décrivez comment vous faites. Par exemple, risque sur table de change. Bah oui, tout à fait, Véronique. Il y a plein de risques sur une table de change. L'enfant il peut tomber, la table de change elle peut être cassée, il peut y avoir des irritations, etc. Tout à fait. Le plastique devient interdit en crèche. Exactement, tout à fait. Hop, hop, hop. Est-ce que l'accompagnement étouffement à la sortie d'un bain peut être une activité 2? Alors non, ça on va plutôt prendre l'activité 4. Donc on va y revenir. Hop. Alors on a plein de questions. Est-ce que vous souhaitez y aller? Alors il y a Catherine d'abord. Alors ouvrir la file d'attente. Il y a une file d'attente. Isabelle, c'est à vous. Ah non, c'est peut-être la question que vous aviez déjà posée. Oui, pardon. Oui, j'ai déjà posé cette question. Ok, C'est super. bon. J'ai Merci. baissé votre main, comme ça c'est bon. Super, merci. On a Catherine. Catherine, vous avez une question? Catherine, par contre, il faut allumer votre micro. Sinon, on ne vous entend pas. Ah, C'est c'est bon. bon cette fois-ci? Super, Oui. ça fonctionne. Juste, pardon, je reviens juste sur l'activité 1 bis. Du coup, Oui. dans la rubrique A, est-ce qu'on doit dire toutes les activités qu'on a pu faire en exemple ou non? Vous faites comme vous feriez pour l'activité 1. C'est-à-dire, vous donnez des exemples. Vous n'êtes pas D'accord, obligé. donc on Regardez, multiplie. c'est ça. Encore une fois, ce qui est bien dans la VAE, c'est que c'est très cadré. Souvenez-vous ce qui a marqué. Au moins un type d'activité d'éveil. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de dire tout. Vous êtes obligé de dire au moins un. Donc d'ailleurs, moi, D'accord. j'avais certaines de mes candidates qui jouaient là-dessus et qui en parlaient qu'un seul. Et ils disaient, bah aujourd'hui, dans cette rubrique-là, elle disait, bah voilà, moi je vais vous parler de la motricité libre parce que j'adore la motricité libre, que je trouve que c'est super pour les enfants. Bim, et elle passait à la rubrique B. Alors, je conseille pas ça. Si vous pouvez le faire, parce qu'encore une fois, on n'oublie pas. Ce qui intéresse le jury, c'est que lui, il va avoir une vision exhaustive de votre travail, de la manière dont vous travaillez. Donc, si vous pouvez en mettre plusieurs, mais l'idée, c'est pas de vous prendre la tête à vous dire, oh, faut absolument que je détaille toutes les activités du quotidien que je fais, etc. Ok, merci. Merci Catherine. Allez-y, Audeline, à vous. Je voulais savoir pour l'activité 2, est-ce qu'on peut faire une alimentation avec un dalle en maternité pour un bébé qui ne se Oui, nourrissait pas? Est-ce mais que... oui. Oh, Oui, génial. ok, ça Là, en marche. plus, vous êtes dans un cadre un peu technique. J'adore. Ça, c'est très bien. D'accord, ok, Voilà. merci. Encore une fois, ici, dans cette activité. Donc là, l'activité que vous avez proposée, c'est une très bonne activité. Mais, Mm. mais c'est pas parce qu'on a une très bonne activité qu'il faut oublier le rationnel. Le rationnel, c'est toujours, OK, c'est quoi les risques? Quels sont les risques que j'identifie? Donc, faites bien attention à bien détailler votre activité. Et après, vous D'accord. rajoutez les risques les uns à la suite des autres. Ok, ça marche. Merci. Allez-y, Charlotte. Moi, pour l'activité 2, donc je fais un repas à table avec un groupe d'enfants, mais ils n'ont pas le même âge. Donc forcément, il y en a un, je le mets tout le temps sur une chaise haute à hauteur. Des autres, ils sont sur des chaises, mais bon, avec des allergies et tout. Mais est-ce que du coup, il faut absolument que ça soit le même âge ou c'est intéressant le fait qu'il y ait plusieurs âges? Parce que je suis assistante maternelle, donc forcément, Excellente idée. En fait, alors, Charlotte, je vais pas y répondre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
C'est des techniques différentes. Donc, il y a plusieurs. Pour moi, il y a le risque de chute pour un enfant si il est sur une. Enfin, moi, c'est vrai que j'adapte par rapport à l'âge. J'ai une petite table, mais il y en a un qui touche pas les pieds au sol, donc forcément, je lui mets un petit. Comment ça s'appelle ça? Un marchepied. Parce que bon, pour moi, avoir le contact sur le sol est important. Après, je sais pas si je fais bien, je fais pas. Je suis assistante maternelle, donc je suis pas. Je fais avec les moyens que j'ai moi à la maison. Et bah, il y a Grosjean qui a mis dans les commentaires, ça montre votre capacité d'adaptation. Exactement, on est là. En fait, je reviendrai, Charlotte. Donc d'abord, je réponds à votre première question. Est-ce que c'est bien d'avoir des âges différents? Oui. Pourquoi? Parce que c'est plus technique, bien sûr. Plus vous avez des âges différents, plus il faut s'adapter, plus du coup ça peut être différent, etc. Donc ça c'est top, ça on se revient du premier critère. Et deuxièmement, vous montrez que vous vous adaptez, ça on adore. Parce que le rôle de l'auxiliaire, si on a un peu de temps à la fin, j'en parlerai, mais je ferai peut-être un autre atelier là-dessus, c'est le rôle de l'auxiliaire, c'est de s'adapter. Le rôle de l'auxiliaire n'est pas de faire des soins. Officiellement, si on regarde, maintenant que vous savez, le référentiel d'activité, l'infirmière fait des soins en collaboration, mais elle ne fait pas des soins normalement toute seule. Alors bon, on le sait qu'en pratique, elle fait des soins parce que souvent l'infirmière n'est pas là. Mais il faut vraiment que cette philosophie, elle est importante. Et donc, faire les soins en collaboration, ça fait partie des missions, etc. Mais donc, ne vous prenez pas trop la tête là-dessus. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci Charlotte. Allez, hop, on y va. Tac, tac, tac. Oui, dalle, c'était pas dalle de lentilles. Hein. Moi aussi, j'ai cru au début, donc je vous embête parce que il y a Aurélie qui a dit dalle, dispositif d'arrêtement. Bonne chose de savoir. Ok, on continue. L'activité, c'est bon. Alors là, maintenant, on rentre. Alors, je vais commencer à avancer parce que là, je suis désolé, il ne nous reste plus trop de temps. Désolé, moi, j'adore cette activité. Je pourrais passer des heures dessus, mais je peux pas. Donc, on va plus faire Désolé, on va plus faire les petits quiz. On va directement droit au but. Activité 3-4. Ça, c'est important. Je suis obligé de passer devant. Je suis passé avec vous là-dessus parce que c'est le bloc de compétences le plus compliqué. Le 2, c'est souvent celui qui coupe les jambes de tout le monde. Et appréciation de l'état clinique de la personne et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration avec l'infirmier en intégrant la qualité et la prévention des risques. Donc, concrètement ici, c'est ce qu'on appelle des soins aigus. Vous allez devoir gérer des soins aigus. Qu'est-ce qu'un soin aigu? C'est très simple. Vous allez dans le référentiel, vous vous souvenez, le référentiel d'activité, et ils le définissent. En tant qu'officier de puériculture, deux types de soins. Les soins courants, dits de la vie quotidienne, donc ça c'est le bloc 1, c'est celui qu'on a fait là, qu'on vient de faire, et les soins aigus, ça c'est le bloc 2. L'officier de puériculture collabore avec l'infirmier ou l'infirmière puéricultrice à leur réalisation. Pour qu'un soin soit qualifié de soin aigu, 3 critères. Les soins sont réalisables exclusivement par un professionnel de santé. Les soins sont dispensés dans une unité à caractère sanitaire et dans le cadre d'une prise en soin par une équipe pluridisciplinaire. Les soins sont dispensés durant la phase aiguë d'un état de santé. Donc, c'est pour ça qu'il est souvent compliqué parce que c'est des compétences qu'on a moins développées en général, que ce soit en. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire, alors vous avez fait, mais il va falloir faire très attention à bien détailler, etc. Donc, on y revient. La première, c'est l'activité 3. L'activité 3, c'est observation de la personne et mesure des paramètres vitaux liés à son état de santé. Concrètement ici, ce qui nous intéresse, c'est pas encore le soin, c'est avant le soin. C'est-à-dire qu'en fait, ici, ce qui nous intéresse, c'est comment vous observez la personne, comment vous faites la prise de mesure de paramètres vitaux pour évaluer l'état de santé de la personne. Là, ça paraît un peu peut-être du chinois, mais en fait, quand vous réfléchissez concrètement, c'est très simple. Concrètement, vous êtes assistant maternelle, par exemple, ou vous êtes en structure, il y a un parent qui vous dépose un enfant. Le parent, il dit, l'enfant, il a mal dormi ce soir, il est un peu fatigué, il est un peu grognon. Alors, n'utilise pas grognon dans les écrits, mais bon, là, on est à l'oral, on le simplifie. Il est grognon, ok, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour la transmission, c'est important, ça me permet moi en tant que professionnel de récupérer de l'information, savoir ce qui se passe. Au fur et à mesure de la journée, vous voyez que l'enfant, il change de couleur, il a une attitude qui commence à devenir plus irritable, il s'isole, il est fatigué. Voilà. Ça, en fait, vous voyez la modification de l'état clinique de la personne. C'est ça la modification de l'état clinique. Ça commence par les observations, le toucher, les odeurs, l'ouïe, etc. Voilà. Et donc, ce qu'on va attendre de vous, c'est que dans cette activité, c'est dans un premier temps de parler de. En fait, vous allez prendre une situation, globalement, vous avez un enfant qui tombe malade. Voilà. Je vous le donne dans le mille, c'est vous avez un enfant qui tombe malade. Il arrive à la crèche ou chez vous, il a passé une mauvaise nuit, il tombe malade. Voilà. Comment vous faites pour gérer ça? Montrez qu'est-ce que vous observez.
Qu'est-ce que vous sentez? Comment vous faites pour gérer ça? Par exemple, comment vous faites pour la relation avec les autres enfants? Voilà. Comment vous faites pour limiter le stress sur l'enfant? Comment vous faites pour vérifier que c'est pas extrême ce qui est en train de se passer? Voilà, potentiellement, c'est juste de la fièvre. Et donc, en fait, ça va commencer par l'observation. Ensuite, en général, vous allez faire une prise de paramètres vitaux. Ça, en général, c'est la prise de température, par exemple. Voilà. Et ensuite de ça, une fois que vous avez fait cette prise, vous en savez plus sur la pathologie de l'enfant et vous savez ce qu'il faut agir. Est-ce qu'il faut appeler le SAMU parce que là c'est extrêmement grave, ou est-ce que juste il faut que l'enfant se repose, vous lui permettez d'aller dans un lit, aller isoler des autres pour éviter qu'il se dérange et qu'il puisse se reposer, isoler des autres mais pas isoler de vous. Vous, il faut toujours que vous puissiez suivre l'enfant, comment il va, etc. Ça, c'est l'activité 3. Et d'ailleurs, vous avez vu, décrivez une situation, vous avez identifié un changement d'état clinique. Hop. Alors, je sais qu'il y a une question, mais là, je suis désolé, je dois avancer. Donc, voilà. Ensuite, la 4. Là, on arrive dans la plus dure. Ça, concrètement, la 4, c'est la plus dure. Je vous le donne dans le mille, c'est la plus dure. Collaboration à la réalisation de la qualité et la prévention des risques. Ça, vous avez vu, le mot important, c'est collaboration. Dans un monde idéal, les auxiliaires de puériculture ne font pas de soins. Mais dans la réalité, elles en font. Et elles collaborent en général avec l'équipe pluridisciplinaire pour le faire. Donc, vous, là, la situation la plus basique que vous pouvez mettre ici, c'est la prise de médicaments avec ordonnance. Parce que la prise de médicaments avec ordonnance, je sais qu'en structure ou en tant qu'assistante maternelle, ça se fait. C'est une équipe pluriprofessionnelle parce qu'en général, vous avez une ordonnance d'un médecin qui vous permet de le faire. Voilà. Il y a d'autres situations. Par exemple, je sais que moi, j'ai déjà eu une assistante maternelle qui a fait des pansements. Il y avait une infirmière qui venait chez elle pour mettre les pansements parce qu'un enfant s'était fait mal. Vous avez de la prise de ventoline, mais la prise de ventoline, c'est comme de la prise de médicaments avec ordonnance, parce qu'en général, la ventoline se prend avec une ordonnance. Voilà. Ça, activité 4. Ensuite, activité 5, dernière activité du bloc 2. Ici, installation et aide au déplacement de la personne à partir de ses ressources et des techniques de mobilisation. Ici, concrètement, cette activité, avec les mots compliqués là, c'est votre posture professionnelle pour vous protéger. C'est-à-dire comment vous vous déplacez, comment vous déplacez les gens pour éviter de vous faire mal, concrètement. Donc ça, par exemple, dans cette situation, on va parler de chevalier servant, on va parler de posture du dos, on va par exemple, donc là, une situation que vous pouvez prendre ici. D'ailleurs, il faut faire attention parce que parfois, ça, c'est bien normalement ici. Et donc, décrivez une situation où vous avez installé et aidé au déplacement de l'enfant à partir de ses ressources et des techniques de mobilisation. Moi, ce que je vous conseille ici, c'est l'installation d'un enfant sur une table de change. Ça, c'est le top. On a aussi l'installation d'un enfant dans une poussette. Pourquoi? Parce que installer un enfant sur une table de change, vous avez deux phases. Vous avez la phase où vous allez lever l'enfant. Donc, vous allez devoir raconter comment vous vous êtes assis, enfin plutôt mis à genoux, chevalier servant, pour éviter les TMS, les troubles musculo-squelettiques, comment vous avez sécurisé l'enfant, monté, installé sur la table de change, sécurisé l'enfant. C'est ça qui nous intéresse, cette situation. C'est le mouvement, l'installation. Enfin, dès qu'il y a installation, il y a mouvement, non, donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Voilà. On y va, l'activité 6. Alors là, c'est l'activité 6, moi je l'aime bien. On rentre dans le bloc 3. Le bloc 3, c'est un bloc qui est accessible. L'activité 6, accueil, information et communication auprès des personnes et de leur entourage. Ça, pourquoi elle existe cette activité? Parce qu'en fait, votre rôle en tant qu'AP, c'est souvent de interagir avec beaucoup de personnes. D'un côté avec l'équipe médicale, de l'autre côté avec les patients et de l'autre côté enfin avec les familles. Et donc cette activité 6, elle est centrée sur ça, sur comment vous communiquez bien avec la personne et son entourage. Voilà. Et en particulier ici, on est avec les enfants. Et n'oubliez pas qu'en fait, personne, je vous donne un petit détail qui est intéressant, c'est que le diplôme d'officier de puériculture, c'est le même aide-soignant, en fait. Et donc c'est pour ça que c'est juste que dans aide-soignant, au lieu de mettre enfant, vous mettez personne. Voilà. Donc ici, par exemple, vous allez choisir une situation de transmission. Voilà. Quand vous faites une transmission avec une famille, qu'est-ce que c'est une activité technique là-dedans? Je sais que moi j'ai déjà eu ça, je peux vous donner un exemple, c'est une professionnelle, alors c'était une assistante maternelle pour le coup, qui parlait d'une maman donc de rupture, l'enfant qui a commencé à avoir un comportement différent à la maison, ça peut être à la structure, et du coup une discussion avec la famille, voilà, ça peut faire partie de l'activité 6 par exemple. Hop, ensuite activité 7, là, c'est pareil, c'est la communication toujours, parce qu'on est dans le bloc 3, mais cette fois-ci c'est la communication avec ses pairs, avec ses collègues, avec l'équipe médicale. Donc ici, accueil, accompagnement et formation des pairs, des personnes en formation et des autres professionnels.
Ici, vous allez devoir décrire une situation où vous avez mis en pratique une action de formation. En fait, c'est un stage. En gros. Vous allez devoir décrire quand vous avez reçu un stagiaire, accompagné un stagiaire. Si vous n'avez jamais accompagné un stagiaire, ça peut être vous avez accompagné une nouvelle collègue dans votre structure, ou bien en tant qu'assistante maternelle, si vous avez accompagné une nouvelle collègue, vous avez formé une nouvelle collègue, par exemple au relais petite enfance, ou bien que, imaginons que vous ayez une nouvelle collègue dans votre ville, et vous allez au parc avec elle pour la former, lui montrer les équipements, etc. Ça peut être pris en compte, ça. Voilà. L'idée, en fait, c'est quoi qu'ils veulent derrière? Ils veulent vérifier qu'en tant qu'AP, vous allez travailler en équipe. C'est extrêmement important de travailler en équipe. Ils veulent vérifier que cette compétence, que vous soyez quelqu'un qui est capable de faire progresser quelqu'un, de former quelqu'un sur les différents protocoles de la structure, etc. Parce que si vous vous retrouvez à l'hôpital, bah, il faut que vous puissiez le faire, quoi. Hop, on continue, on est presque. Activité 8. Alors là, on arrive dans le domaine d'activité 4. Le domaine d'activité 4, c'est entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités de soins, aux lieux et aux situations d'intervention. Alors, ça, hygiène. C'est un mot, hygiène. Je vous le dis. C'est le bloc de l'hygiène. Là, ce qu'ils veulent voir, c'est est-ce que vous savez bien gérer tout ce qui est hygiène, gestion du matériel. Donc la première étape, c'est entretien des locaux et des matériels liés aux activités de soins. Donc là, concrètement, vous allez décrire une situation d'entretien. Vous allez présenter les démarches, la procédure, etc. Il y a un truc important, c'est dans le contexte d'une sortie de patient ou de fin de journée. Donc ça veut dire quoi, sortie de patient? C'est, par exemple, soit si vous êtes assistante maternelle, c'est quelqu'un qui part de chez vous, fin de journée, ou en structure, qui part de la structure, et là, vous devez vous occuper du nettoyage de l'espace. Et là, il vous donne même ce que vous les choix des produits, le circuit, donc ça, le sale, le propre, comment vous allez choisir vos produits, quels sont les protocoles, etc. Hop, activité 9, là on est dans la deuxième étape de ce bloc 4, c'est repérage et traitement des anomalies et dysfonctionnements en lien avec l'entretien des locaux et des matériels liés aux activités de soins. Ça concrètement c'est quoi? C'est qu'en fait, il faut se dire que c'est toujours dans le bloc de nettoyage, de gestion du matériel. En fait ici, il vous demande de vérifier, il vous demande de vérifier votre matériel, vérifier qu'il fonctionne. Très important ça. Donc, par exemple, vous allez pouvoir dire, bah tiens, je vais vérifier ma trousse de soins. Donc là, l'activité que vous allez décrire ici, c'est décrire une situation où vous présentez la démarche pour repérer un dysfonctionnement et vos actions qui en découlent. Ce qu'on appelle un dysfonctionnement, c'est, par exemple, vous vérifiez votre trousse de soins et vous vous rendez compte qu'il manque des pansements. Problème. Voilà. Je vous parle de la trousse de soins parce que moi, c'est une activité que j'aime. Vous pouvez tout faire. Je sais que j'ai beaucoup eu le tapis de change. Tapis de change cassé. J'ai eu des jouets cassés. Enfin, des jeux plutôt. Moi, j'aime moins ça. Parce que je trouve que c'est plus l'activité d'éveil, c'est moins sanitaire. Mais vous pouvez, en soi. C'est lié c'est lié à un matériel du quotidien, donc vous pouvez. Voilà. Hop, 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 hop. Et ensuite, la 10, les transmissions. Donc ça, c'est le bloc 5. Alors, je suis désolé, on va trop vite, mais encore une fois, pour celles qui veulent rentrer dans les détails, etc., c'est avec votre accompagnatrice, ou si vous n'êtes pas encore accompagné par Gazooey, vous prenez contact avec vos accompagnera, mais sinon, c'est un peu compliqué. Transmission, quel que soit l'outil et les modalités. Donc ça, vous allez devoir décrire tous les outils que vous utilisez pour faire la transmission. Voilà. Donc, si vous avez un cahier de transmission, etc. Hop. Et ensuite, la 11, ça c'est la dernière, c'est l'organisation de son activité au sein d'une équipe pluriprofessionnelle, où là, du coup, on est plutôt dans le travail en équipe. Et donc là, vous allez devoir décrire une situation de travail. Voilà. Donc, la chose qui est importante sur la 10, c'est que ici, on ne vous demande pas de décrire une situation, on vous demande de décrire les outils que vous utilisez. Donc, c'est la première fois de la VAE qu'on ne vous demande pas de décrire une situation. On vous demande de dire littéralement les outils que vous utilisez et pourquoi vous les utilisez. Voilà. Et l'activité 11, ça c'est un peu différente. Vous allez choisir une journée où vous décrivez la manière dont vous organisez habituellement votre travail. Voilà. Et enfin, une autre journée où vous avez fait face à un imprévu. Donc, ça fait là, par exemple, vous pouvez prendre une activité. Alors, si vous êtes à son maternelle, ça peut être au relais petite enfance, par exemple, avec toute une équipe de professionnels. Ou si vous êtes en structure, c'est une journée classique. Voilà, comment vous gérez votre travail, par exemple, comment vous gérez l'équipe du matin, l'équipe du soir, les transmissions, comment vous gérez que tout est bien écrit, etc.